À l'ouest de Paris, le quartier de la Défense fait irruption sur la ligne d'horizon comme une forteresse hérissée de tours de bureaux. Aujourd'hui, c'est un colosse économique, le premier quartier d'affaires européen. Mais on sait moins que c'est aussi un lieu d'expérimentation architecturale, une utopie urbaine qui accueille depuis son origine des projets d'exception. La Défense vient de fêter ses 50 ans, et c'est déjà l'âge d'un rajeunissement indispensable avec la rénovation des tours existantes et surtout la construction de nouveaux gratte-ciel mégalomanes qui vont supplanter la tour Eiffel dans le ciel parisien. C'est la fin du tabou de la hauteur, et peut-être le signal d'un nouvel élan pour l'agglomération parisienne. Il y a une espèce de retenue naturelle en France, on ne sait pas très bien pourquoi. On dirait que la tour Eiffel a définitivement arrêté la hauteur des constructions dans ce pays, où dès la fin du 19e siècle, on a atteint plus de 300 mètres et on s'est dit que on avait certainement épuisé tous nos trésors d'audace jusqu'à la nuit des temps. Rien ne nous empêche de construire plus haut comme dans toutes les villes du monde. La Défense poursuit donc son destin de Manhattan à la française. C'est l'aboutissement d'un rêve de modernité, conçu dans l'euphorie des Trente Glorieuses, une ville du futur vouée au succès économique et à la démesure architecturale. La Défense, c'est le fruit de réflexions théoriques qui sont finalement un rêve d'architecte, un rêve d'urbaniste, un rêve d'ingénieur, pour pouvoir réaliser une société où toutes les fonctions seraient harmonieusement distinguées. Que ce soit les fonctions de circulation rapide, que ce soit celles de la promenade et du plaisir d'être dans un endroit sans crainte d'être renversé par une auto. L'utopie urbaine de la Défense commence avec un bâtiment expérimental, le CNIT, une voûte triangulaire de 218 mètres de portée qui repose seulement sur 3 points d'appui. Un autre chantier, lui aussi saisissant, est en bonne voie à Paris. L'automne 1958 verra s'ouvrir le palais des expositions du rond-point de la Défense, auquel on donne actuellement sa couverture de béton armé. Cette couverture couvrira une surface de 22 000 mètres carrés et battra, ce faisant un record, le record mondial de portée. Un record à l'actif de 1958. Dès son inauguration, le CNIT fait sensation. C'est une construction révolutionnaire qui devient un emblème de l'architecture moderne. La France de la reconstruction a trouvé son monument sous la forme inattendue d'un énorme coquillage de béton. Le succès du CNIT attire l'attention sur son site. C'est un rond-point avec en son centre une statue qui commémore la défense de Paris lors de la guerre de 1870. Aux alentours, il y a un paysage de banlieue, pavillons et petits immeubles de Puteaux et de Courbevoie, des ateliers aussi, et même des terrains maraîchers autour des dernières fermes. Juste derrière la silhouette futuriste du CNIT, on tombe sur Nanterre et ses bidonvilles, où les travailleurs émigrés portugais et nord-africains vivent comme au Moyen-Âge. Mais le site a une particularité majeure qui va lui donner un destin. Il est situé dans le prolongement de l'axe royal de l'ouest parisien, qui démarre du Louvre dans le jardin des Tuileries, traverse la place de la Concorde, se poursuit sur les Champs-Élysées, sous l'Arc de Triomphe, jusqu'au pont de Neuilly, pour aboutir finalement au rond-point de la Défense. Et comme Paris est une ville amoureuse de ses perspectives, la Défense va devenir son prolongement naturel. Les architectes qui ont été en charge du CNIT, c'est Camelot, Demailly et Zerfus, vont avoir par le ministère la commande d'un grand quartier qui finalement va donner une assise au CNIT. Camelot, Demailly et Zerfus proposent une ville idéale et futuriste, mais qui respecte encore une logique de jardin à la française.
Symétrie, étagement des volumes, gabarit et forme identiques pour toutes les tours. Le grand axe devient l'avenue centrale du nouveau quartier.